Bienvenue dans le débat de France 24. Il ne s'était plus exprimé publiquement depuis le 2 décembre. Pour sa première prise de parole en 10 jours, Emmanuel Macron a réuni 23 millions de téléspectateurs. Un record pour une allocution présidentielle. C'est dire si l'attente des Français était forte après un mois de mouvement des Gilets jaunes. Mais le chef de l'État a-t-il convaincu ? Pas complètement, ou du moins pas tout le monde, si l'on en croit les sondages. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, ces propositions sont-elles crédibles ? Pour en débattre à mes côtés, Agnès Benassi-Kéré, bonjour. Vous êtes membre du Cercle des économistes, professeur à l'École d'économie de Paris, à l'Université Paris 1. Merci d'être avec nous. Merci également à Benjamin Corria, membre des économistes atterrés, professeur d'économie à l'Université Paris 13 et co-auteur de Vers une République des biens communs. C'est paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à vous deux d'avoir accepté de débattre. Agnès Benassi-Kéré, pendant les annonces du président de la République pour apaiser donc la colère des Gilets jaunes, eh bien, le Sénat votait à la demande du gouvernement l'allègement de l'exit tax, cette taxe censée freiner l'exit fiscal. Était-ce bien opportun ? Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de mépris total pour ce que viennent justement d'exprimer les Gilets jaunes et à travers eux une partie des Français qui les soutiennent ? Bon, alors là, c'est sûr que les calendriers sont un peu bousculés. Je ne pense pas que c'était volontaire que ça se passe en même temps. Je pense que, effectivement, la question de fond, c'est savoir si la ligne qui a été suivie... il y a une question de séquençage. D'avoir commencé par transformer l'ISF et avant de revaloriser les minima sociaux, de baisser les cotisations sociales pour les travailleurs, c'était probablement pas, disons, une bonne séquence. Il y a eu des plus et ça a été bien montré par l'OFCE. Oui. Il y a eu des plus et des moins toute l'année 2018. Il y a eu une hausse de la fiscalité sur le tabac, qui a eu un impact beaucoup plus important que tout ce dont on parle. Négatif pour le portefeuille des très régressif, travailleurs, mais positif pour la sécurité sociale peut-être. Et très régressif pour les personnes. Évidemment, les taxes, c'est des ressources fiscales. Mais donc, au cours de l'année, il y a eu des plus et des moins. Et je pense que ça a été extrêmement difficile pour les contribuables de faire la somme et de comprendre où en étaient les impôts. Derrière ce séquençage, Agnès Benassi-Kéré, baisse des charges et des impôts sur les plus hauts revenus. Et l'alourdissement immédiat d'un certain nombre de taxes, il y avait quand même une idée, celle du ruissellement, l'idée que la politique de l'offre profiterait aux derniers de cordée, comme les appelle d'une certaine manière Emmanuel Macron. Est-ce que les annonces d'hier ne signent pas l'échec de cette politique ? Alors, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Il y avait l'idée que la pauvreté en France, et ça c'est montré par l'INSEE, ce n'est pas c'est un fait statistique, la pauvreté en France est due essentiellement au manque d'emploi et à des situations familiales difficiles. Donc, vous regardez les dernières publications de l'INSEE, c'est toujours vrai. C'est-à-dire que les personnes qui sont en situation de risque de pauvreté, n'ont pas assez d'heures de travail. Sont des personnes qui travaillent à temps partiel au salaire minimum, qui éventuellement sont des familles monoparentales, donc avec plusieurs enfants. Là, vous avez un risque de pauvreté maximum. Si en plus sont des personnes jeunes, ça aggrave encore la situation. Donc, il y a eu le pari qui était de dire, on va favoriser donc le premier décile, donc les personnes, les 10% les plus pauvres, non pas par forcément que des transferts, encore que les minima sociaux, encore une fois, ont été revalorisés, mais en favorisant l'accès à l'emploi. Et donc, c'est une politique, évidemment, qui est plus difficile, parce qu'il faut... disons, ça a été la réforme, par exemple, de la formation professionnelle. Ça a été la réforme de la santé, dont personne ne parle, qui favorise l'accès à la santé sur tout le territoire. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Maintenant, pour juger cette politique, donc effectivement, il y a eu une transformation de l'ISF dont personne ne sait. Personne n'est capable de dire aujourd'hui le véritable impact. L'impôt sur la fortune immobilière. Donc l'idée, c'était de favoriser l'investissement et d'avoir aussi, de rapatrier, si vous voulez, si la propriété des entreprises, les entreprises françaises, il faut savoir, sont détenues par des non-résidents. Benjamin Corria, cette politique que vient de décrire Agnès Benassi-Kéré, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle n'a pas du tout porté ses fruits, ou est-ce que c'est injuste de le prétendre, et est-ce que vous attendiez d'Emmanuel Macron qu'il annonce le rétablissement de l'ISF dans son ancienne version, c'est-à-dire qu'il ne concerne plus seulement la fortune immobilière, mais bien aussi la détention de capital et notamment d'actions? Il y a plusieurs questions dans votre question. Donc, sur le premier point, est-ce que ça signe un échec de la politique suivie ? Certainement. À beaucoup d'égards. Elle n'a pas produit de résultats. Ou est-ce qu'il est trop tôt pour le dire, comme le dit Agnès Benassi-Kéré ? Alors, quand je dis certainement, c'est certainement un coup d'arrêt. Je pense qu'il faut encore davantage de temps. Mais il y a déjà un échec.
Je veux dire, le président avait brandi comme un totem la question des 3%, expliquant que des 3% de déficit, expliquant que tous les autres étaient des gens totalement irresponsables, qu'il allait regagner une voix à l'intérieur de l'Europe, etc. En réduisant donc les déficits. En réduisant les déficits. Bien, il s'est comporté de telle manière, il a provoqué un tel rejet en surchargeant de taxes qu'aujourd'hui, simplement en reculant sur les taxes qu'il a voulu introduire, il fait exploser son budget et qui se retrouve au-delà des 3%. Ce n'est pas la preuve justement qu'il y avait un problème dès le départ de dépenses qui n'étaient pas couvertes. Mais c'est surtout... C'est ce qu'il a dit en arrivant. Hein. On a trouvé des comptes publics dans un état qui était fortement dégradé. D'où la hausse des APL, par exemple. Pas la baisse des APL. Mais ça, c'est comment dire, c'est la manœuvre classique de tout celui qui arrive d'expliquer que tout vient du bilan qui était fait antérieurement à lui. La hausse des carburants, c'est lui. La hausse de la CSG, c'est lui. Oui. La hausse des carburants pour des raisons notamment écologiques. Enfin, il y a cette taxe carbone. Hein. Mais écoutez, moi, je suis le premier des écologistes où on en est maintenant qu'il a voulu faire payer la transition écologique aux plus pauvres à travers cette fiscalité extrêmement mal pensée. Où on en est, il n'y a plus rien en ce qui concerne la transition écologique. Les budgets qui sont alloués sont ridicules. Regardez les classements de la France aujourd'hui en ce qui concerne les gaz à effet de serre, en ce qui concerne différents éléments de la pollution. On est en fin de tableau. Donc, c'est sûr que c'est pas en baissant à nouveau les taxes et en ne dissuadant pas les gens d'utiliser leur automobile qu'on va arranger la situation de la France dans les classements. Non, certainement pas. Mais c'est en ayant une politique qui fait que la transition n'est pas supportée par les plus pauvres parce qu'ils ne peuvent pas la payer. Et c'est pas en ouvrant son quinquennat par des largesses absolument insensées en ce qui concerne l'ISF, la flat tax, et puis ça continue. En plein milieu de la crise sociale avec l'exit tax, comme vous l'avez rappelé, c'est pas comme ça qu'on va faire supporter le type de fiscalité aux autres, qui est nécessaire pour assurer la transition écologique. Agnès Benassikè, on a un sentiment quand même d'impuissance que renvoie ce pouvoir face à l'optimisation, voire à l'évasion fiscale, face à ces grands groupes qui ne payent pas l'impôt en France. On cite régulièrement les GAFA, mais pas seulement, les multinationales qui ont la possibilité de délocaliser un certain nombre de profits. Est-ce que là, il n'y a pas les limites finalement de la politique volontariste d'Emmanuel Macron? Bon, d'abord, je voulais déjà corriger quelque chose. Emmanuel Macron n'a pas surchargé en taxes. Il a fait baisser les taxes. Au total, il a fait baisser les taxes. Personne ne s'en rend compte aujourd'hui, mais il a fait baisser les taxes. Demandez ça. Mais non, mais attendez. Non, Agnès, le ressenti n'est pas celui-là. Demandez aux retraités. Voilà, le ressenti au PIB, les prélèvements, les prélèvements. Alors, deux choses. Demandez au gazole. La part des prélèvements. Il faut dire des choses justes. La part des prélèvements rapportés au produit intérieur brut fait aujourd'hui de la France le pays qui taxe, qui impose le plus. Tout à fait. Mais si vous regardez l'évolution au total des impôts, toutes personnes confondues, eh bien, ça diminue. Mais alors maintenant, en prenant en compte évidemment les transferts. Laissons Agnès Benassikè, elle est au bout de son raisonnement. Donc sur la taxe sur les carburants, il y a eu une erreur d'appréciation, j'en suis tout à fait la première à le dire. Les précédentes hausses de la taxe carbone se sont effectuées dans une période où le prix du pétrole baissait. Maintenant, les prix du pétrole augmentaient. Il n'a rien prévu pour accompagner, disons, les personnes qui allaient être prises de plein fouet par cette hausse. Donc la double peine. C'est une erreur. C'est une erreur. Les autres pays ont montré que quand on met en place une fiscalité écologique, il faut évidemment subventionner les personnes, non pas proportionnellement à leur consommation, sinon évidemment ça ne marche pas, mais donc accompagner les perdants de ce type de politique. Maintenant, la CSG, ça c'est quelque chose de très intéressant. La France est un des seuls pays avancés où le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs. Donc c'était une politique délibérée de basculer une part de pouvoir d'achat des retraités vers les actifs de manière, et donc je reviens sur mon point initial, qui est qu'il voulait avant tout remettre à l'emploi les personnes qui en étaient éloignées, ce qui est une tâche beaucoup plus difficile que de leur faire un chèque. Demain, 70% des retraités ne seront plus assujettis à la hausse de cet impôt, puisque désormais, cette hausse sera annulée pour tous les retraités qui gagnent moins de 2 000 € mensuels. La très grande majorité d'entre eux, vous
Vous le regrettez, Agnès Benassi-Kéré? Moi, je le regrette parce que je pense que l'équilibre entre les retraités, d'une part, je parle des retraités d'aujourd'hui. Les retraités de dans 10 ou 20 ans vont subir, je pense, un effet de l'érosion par l'inflation qui va être très important. Parce que sauf si le gouvernement revient, parce que les retraites maintenant sont indexées sur l'inflation quand elles le sont et pas sur les salaires. Oui. Donc à court terme, ça fait pas grande différence. De toute façon, il n'y a pas d'inflation, pas de hausse des salaires. Mais plus tard, ça peut faire une grosse différence. Mais je parle de la situation aujourd'hui. Donc ça me paraît pas absurde de basculer un peu de pouvoir d'achat des retraités vers, et notamment si ça va vers les travailleurs. Les jeunes actifs. Voilà. Benjamin Corier, est-ce que c'est pas une politique de bon sens, ça? Mais bien sûr que ce n'est pas une politique de bon sens. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui une hausse de la CSG qui a porté au départ, il a fallu tout un mouvement social pour en revenir à une situation à peu près vivable. Donc on voulait faire porter à des retraités qui ont un revenu supérieur à 1 200 euros un basculement alors qu'eux-mêmes étaient à peine à flot. Ça n'est que maintenant qu'on commence à venir vers des situations qui sont à peu près normales. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que le prélèvement, il se fait. Hein. Ce qui est annulé, c'est... La hausse de l'année dernière. D'une part, oui. Et d'autre part, la revalorisation à 0,3% alors que l'inflation est à 1,9 annoncée pour 2 ans, le prélèvement, il se fait. Voilà pourquoi, je pense, parce qu'on pourrait multiplier ce raisonnement sur toutes les autres mesures. Enfin, l'érosion de pouvoir d'achat, en tout cas, elle se fait. Ça, bien sûr, le prélèvement, il se fait. Oui. Le prélèvement, il se fait. Et voilà pourquoi je dis que c'est un ensemble de mesures qui sont des faux semblants, que Macron est toujours dans une ligne dans laquelle il remet les clés du camion aux entreprises, et où il n'y a aucune politique volontaire pour nous sortir de là où on est. Reste, oui. Alors je vais revenir sur la question européenne, parce qu'elle est très importante. Est-ce que le déficit va voilà, c'est ce que j'allais dire. Reste un coût évalué à une dizaine de milliards d'euros. Est-ce que ça va passer, ça? Je pense qu'on n'a pas tout à fait la fin de l'histoire. Alors qu'on vient de taper sur l'Italie, quand même, hein, le déficit, qui n'est pas à 3% non plus. Donc le déficit, si on fait rien, il va monter effectivement l'ordre de 3,5%. Bon, donc il y a une question qui manque, qui est comment vont 3,5% si on inclut le double calcul du CICE réintégré en charge sociale. On pourrait imaginer de financer en modulant, déplaçant, en reculant, des baisses de taxes qui ont été prévues pour plutôt des populations aisées. Oui. Ça, c'est une piste. Je pense que c'est important que le déficit ne file pas comme ça droit sur 3,5, disons, sans mettre 3%, sans que ce soit fétichiste, disons, le rapprocher de 3%. Pourquoi? Parce que le message est mauvais? Parce que Emmanuel Macron a besoin de l'Europe sur son volet évasion fiscale, précisément. La France ne va pas, elle, avec ses petits bras, empêcher l'évasion fiscale. Mais l'Europe est prête à bouger. Il est question, c'est une négociation, et donc il y a des projets d'harmonisation de l'impôt sur les sociétés, il y a des projets de mettre en place le concept d'établissement numérique permanent, donc, parce qu'il ne faut pas oublier que l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt direct, donc qui est payé par des entreprises, et donc ça n'est pas un impôt indirect qui va être donc le prélevé comme la taxe sur les GAFA, c'est pas très satisfaisant. Et il y a aussi la question des conventions. Déclaratif, quoi. Non, mais c'est un impôt indirect. J'allais dire, ce qui m'amuse, malheureusement, ça m'amuse pas du tout, c'est qu'on était sur une trajectoire, déjà sous Hollande, qui a été, comme chacun sait, le pire des présidents, on était sur une trajectoire de sous les 3%, absolument sans problème. Bien. Macron, qui est le grand héros de la défense des 3%, s'est pris les pieds de telle manière que c'est lui qui nous fait rebasculer au-delà des 3%. Je trouve que, pour quelqu'un qui sait tout, qui nous explique que... Cela dit, vous étiez hostile déjà au CICE proposé à l'époque par François Hollande. Et j'avais bien raison. Qui avait permis de faire passer le déficit. Mais non, absolument pas. C'est pas du tout ça. D'où est-ce que vous tirez ça? La seule chose qu'on sait du CICE, c'est que les emplois préservés ou créés par le CICE ont coûté 3 fois plus cher que s'ils avaient été utilisés pour des emplois de fonctionnaires. C'est la seule chose qu'on sait. On ne sait rien d'autre sur le CICE. Tout le reste, c'est vraiment à peu près n'importe quoi. Oui. Donc, Et c'est pour ça qu'il faut le transformer en baisse de charges. Parce que ça, on sait que les baisses de charges sur les bas salaires, on sait que ça crée de l'emploi. Là, pour le coup, ça a été démontré. Ça, c'est une autre question, mais de toute façon, ça suppose une fiscalité d'ensemble. Alors, quand on a à la fois le CICE,
qu'on a la transformation en baisse de charge, c'est-à-dire 40 milliards au lieu de 20 pour l'année 2018, qu'on a la flat tax, qu'on a l'ISF, qu'on a l'exit tax. On s'étonne qu'on a un mouvement social. Je pense qu'on est d'accord que François Hollande a réduit le déficit. Non, mais je ne parle pas de François Hollande, là, je parle de Macron, et je dis il va pouvoir réformer les retraites, parce qu'il reste la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est terminé pour les réformes? Enfin, ce qu'on appelle les réformes. Je pense qu'il va sans doute essayer. Moi, c'est pour ça que je dis que ces concessions sont en trompe-l'œil. Il est absolument clair, à partir de ce qu'il a dit hier, que face à la grogne et à la colère sociale, il est obligé de faire un pas de côté, mais visiblement, il a renoncé à rien. Bien. Ceci dit, il s'est quand même décrédibilisé très lourdement, non seulement sur la scène nationale, mais sur la scène européenne. Je pense qu'il aura beaucoup de mal à faire passer les réformes libérales qu'il a dans sa besace. On va voir. Merci Benjamin Correa. Et le temps nous manque, Agnès Benassi-Karim, on a compris que ça va être difficile de toute manière, même si vous les souhaitez, ces réformes. La réforme des retraites, je ne vois pas comment c'est une réforme libérale. C'est une réforme de simplification, mais c'est pas forcément. Ah mais non, on ne peut pas dire ça. On va pas repartir en débat. C'est la fin du débat. Merci Benjamin Correa. Merci Agnès Benassi-Karim. Vous débattrez en dehors du plateau, puisque c'est maintenant la fin du débat. Restez avec nous aussi dans un instant. Un nouveau journal sur France 24.